Je voudrais rapidement rebondir sur ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Concernant le droit de vote, bien sûr, c'est une obligation. Au-delà de ça, bien sûr, c'est une obligation, ça va de soi. Quand on réfléchit un peu, c'est une obligation parce que vous décidez de votre destinée, de votre avenir. Mais au-delà de ça, vous savez, l'objectif, c'est pas d'avoir 50%. Vous savez, quand vous êtes pour gouverner et pour diriger, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être respecté. Et pour être respecté, il ne faut pas 50% pour être majoritaire. Il faut avoir ce qu'on appelle les 3 ou 4% qui pourraient chavirer, je dis chavirer, n'importe quel navire. Nous sommes en démocratie, toutes les démocraties dans le monde, c'est 47-53, c'est 48-52, maximum c'est 46-54. Ceci dit, quand on a ces 4%, et toutes les minorités, je ne parle pas des musulmans, mais toutes les minorités, si elles veulent exister, il faut que ces minorités soient disciplinées. Et la discipline, c'est quoi? C'est tout d'abord aller voter parce que vous décidez de votre avenir. Je m'arrête là. Avec ces 4 ou 3% ou 2%, vous pouvez chavirer le navire dans un sens comme dans l'autre, à l'opposé, mais quand vous êtes uniquement discipliné. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer les discussions sur les interventions sur les drogues, et je vais revenir sur le cannabis. Le cannabis qui est un fléau. La dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait 900 000 consommateurs réguliers, donc addicts au cannabis en France. Je me suis trompé, il y a 1 300 000 personnes addictes au cannabis aujourd'hui en France. Quand on dit 1 300 000, ce n'est pas des consommateurs comme ça de façon festive. Ce sont des gens qui sont prêts à voler, à casser, à prendre avec effraction le prix pour pouvoir consommer. Sauf que ce sont des gens dans l'absolu, dangereux. Mais les chiffres, c'est beaucoup plus important que ça. Et aujourd'hui, on va évoquer quand le cannabis, quand quelqu'un de nous, au-delà de 19 ans ou de 25 ans, 26 ans, va consommer du cannabis, dans l'absolu, ce n'est pas dramatique. Parce que qui n'a pas essayé, par curiosité, de fumer, de boire une goutte d'alcool, quand on n'a pas de principe, qui n'a pas tenté, parce que ça fait partie, malheureusement c'est la vie. Et aujourd'hui, on va dire, même alors que le discours de la prévention ne fonctionne pas, aujourd'hui on s'inscrit dans une logique de réduction des dommages. On considère que les gens vont essayer, et les chiffres sont là pour nous alerter. 38% de nos enfants ont essayé le cannabis. C'est énorme. 38%, c'est pratiquement la moitié. Ce n'est pas parce que ces enfants essayent qu'ils vont devenir addicts et consommateurs de cannabis. Et votre rôle, en tant que père, en tant que mère, est très important. Parce que toutes les enquêtes d'opinion prouvent une chose. La personne la plus influente sur un enfant, c'est qui? Ce sont ses parents. Toutes les enquêtes, avant la publicité, avant ce qu'on dit à l'école, avant les amis, avant les copains, ce sont les parents. Les parents, ils ont une influence certaine sur les enfants. Donc votre rôle est capital, votre enfant va absorber, va boire vos mots, mais encore faut-il être logique. Ça ne sert à rien d'aller interdire à votre enfant de fumer si vous êtes un fumeur. C'est complètement illogique. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ne pas fumer alors que vous êtes fumeur. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant quelque chose que vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ne pas consommer de l'alcool si vous consommez de l'alcool. Et pourtant,
on le fait régulièrement. Je vois des enfants qui sont des parents qui régulièrement sermonne leur enfant parce qu'ils fument alors qu'ils sont fumeurs. C'est absolument, pour moi, c'est anachronique et ça n'a pas de sens. Il faut tout d'abord donner l'exemple. Le cannabis peut être consommé, il peut être inhalé, il peut être vapoté, il peut être mangé. Vous savez, il y a la nourriture aujourd'hui avec du cannabis qui reste un peu plus longtemps. On avait parlé la semaine dernière de l'aspect légal du cannabis qui fait froid dans le dos, je vous l'avais dit. Je ne sais pas si ça a été compris. Quand vous consommez du cannabis, au-delà du seuil où il y a ce qu'on appelle traduction clinique, c'est-à-dire quand vous consommez du cannabis, vous allez être en euphorie, vous allez être déstressé, vous allez être en forme pour essayer, si vous avez une phobie sociale ou une timidité un peu maladive, il va vous aider, certes, mais par contre, à quel prix? À quel prix? Ce sont des effets qui vont durer maximum quand il est ingéré 6-7 heures. Quand il est fumé, c'est quelques minutes, quelques heures, mais au maximum quand il est ingéré, c'est 7 heures. Mais le THC, le cannabis, il reste dans le sang pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'insiste sur ce plan-là, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Pendant ces 2 mois, si vous êtes responsable d'un accident de la route, où il y a un blessé, vous avez systématiquement un prélèvement sanguin. Les gendarmes sont formés pour ça, les policiers sont formés pour ça. Quand vous êtes responsable ou même impliqué dans un accident où vous n'êtes pas du tout responsable, vous avez été heurté par un véhicule qui a perdu le contrôle, vous avez fumé un joint il y a 2 mois, et bien votre assurance ne fonctionnera pas. Votre assurance, non seulement il ne fonctionnera pas, mais l'État se réserve celui de la voiture qui a perdu le contrôle. Il peut dire, il m'a fait peur, quand il saura que vous êtes positif au cannabis, vous êtes légalement responsable. Et quand vous avez des drames comme ceux qui arrivent régulièrement avec des jeunes qui consomment du cannabis, eh bien, on perd le sens des réalités, on perd le sens, on n'apprécie pas les distances comme il faut, on est euphorique, on a des tachycardies au-delà au-delà des effets cliniques du cannabis. Bien sûr, le cannabis, on peut le consommer sans danger immédiat pour le corps. Quoique, quand j'étais au SAMU, on avait des jeunes qui avaient ce qu'on appelle des troubles cardiaques. Ça arrive, heureusement, ça n'arrive pas régulièrement, mais vous avez des gens, c'est comme le tabac, vous avez des gens qui vont fumer du tabac, qui vont avoir un cancer du sang, des poumons, ou cancer de l'œsophage, cancer de la trachée, et vous avez des gens qui vont fumer pendant 30 ans et qui n'auront absolument rien. Alors on me dit que le temps qui m'est imparti est terminé. J'insiste vraiment sur ce point qui est extrêmement important, c'est votre rôle en tant que père, votre rôle en tant que mère. Il y a une phrase qui est capitale, c'est l'estime de soi. Votre enfant, il faut évoquer les choses, il ne faut pas dire astaghfirullah, c'est haram, c'est pas bon, c'est pas bien. Il faut essayer de parler avec votre enfant, même s'il consomme. Il ne faut jamais sermonner un enfant, il ne faut jamais le montrer du doigt. Il faut comprendre, il faut essayer vous savez que vous êtes influent sur sa façon de faire, il faut essayer de profiter de cette possibilité pour essayer de lui transmettre un message peut-être se faire aider. Et puis une dernière chose, quand on a des troubles psychiatriques dans la famille, la schizophrénie, on sait que quand on a une schizophrénie dans la famille, on peut avoir plusieurs schizophrènes dans la famille. Alors quand on a des schizophrènes dans la famille, le cannabis, qui n'est pas grave dans l'absolu, il peut révéler ce qu'on appelle des maladies psychiatriques,
beaucoup plus graves, style phobie, style accès maniaco-dépressif, et style schizophrénie et ambivalence. Voilà. Que Dieu nous préserve de tout ça. Voilà. Et puis, votre rôle, il est capital auprès de votre enfant. Être toujours positif et toujours considérer l'enfant qui est en face de vous comme un adulte qui réfléchit, qui est intelligent et que toutes les interrogations qu'il se pose, ce sont des interrogations qui méritent d'être débattues sereinement. Merci infiniment.